Le Parc des Princes, à quelques heures du coup d'envoi de PSG Saint-Étienne. Soir de match ou soir de guerre pour les supporters. La manœuvre policière est désormais bien huilée pour empêcher les débordements, et pourtant, la tension monte. Cette rencontre est classée à haut risque entre Parisiens et Stéphanois. Leur réputation violente et extrême est connue. Filtrage, aiguillage, barrage. Ce dispositif sert à canaliser les 1000 supporters visiteurs et ainsi éviter qu'ils ne croisent des Parisiens. En général, les supporters en déplacement sont souvent les plus motivés par la rivalité générée par le football. En moyenne, ils ont entre 17 et 25 ans. Depuis 1993, la loi Alliot-Marie définit les comportements dangereux et violents dans le cadre d'une rencontre sportive. Les supporters sont classés en 3 catégories. La A, ce sont les supporters classiques, familiaux. La B, les supporters potentiellement à risque, comme ici les Ultras de Saint-Étienne. Et enfin la catégorie C, les bandes de supporters qui génèrent systématiquement la violence, et les E. À l'entrée du stade, les groupes rivaux se toisent et les provocations s'enchaînent, comme c'est l'usage dans le monde des ultras. Moment sensible pour l'escorte policière prise entre les deux flots d'invectives. Les visiteurs sont ensuite guidés vers une tribune réservée afin qu'ils ne soient pas mélangés aux supporters parisiens. Ils sont protégés des projectiles divers qui viennent de la tribune voisine par un gigantesque filet. Par tradition et par économie, il faut savoir que les virages d'un stade sont très prisés des supporters ultras. Ce sont là qu'ils se placent. C'est la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, qui gère la sécurité du Parc des Princes. À l'intérieur du stade, elle utilise un système de vidéosurveillance très perfectionné. Toutes les images sont gérées dans cette bulle de commandement. Appel général de TNE Parc. Et 620 de TNE Parc. Les comportements dangereux y sont traqués. Violences, actes ou démonstrations racistes peuvent alors être immédiatement localisés. La loi de 1993 interdit aussi les fumigènes, car elles sont parfois utilisées comme des projectiles très dangereux. Alors commence la traque entre les policiers aux commandes de la vidéosurveillance qui essaient de les repérer et de les identifier, et les supporters ultras qui, se sachant filmer, se cachent derrière des masques pour échapper aux caméras. Parfois, ils se changent en pleine tribune. Mais les opérateurs disposent de zoom avec des puissances de grossissement impressionnantes. Dans l'enceinte du stade, ce sont plus de 100 caméras qui sont réparties afin de tout scruter. Les exhibitions de signes racistes, comme les saluts nazis, sont également des comportements bannis par la loi. Mais difficile parfois de faire la différence entre mouvements de bras festifs et bras tendus. Les policiers vérifient à la jumelle pour guider les caméras. Devant la fréquence des comportements hors la loi, dans et autour du stade parisien, un commissariat a été directement aménagé dans ses sous-sols en 2005. C'est la cellule opérationnelle du Parc des Princes, la COP. Sa mission, utiliser la vidéosurveillance pour mettre un nom sur les fauteurs de troubles et les interpeller. Ce jeune homme vient d'être arrêté pour un salut nazi. Les photos prises l'ont confondu et il a avoué devant un officier de la cellule commandée par le commissaire Stéphane Cassara. Cet individu est placé en garde à vue pour l'exhibition d'un signe nazi à l'occasion du match qui s'est déroulé contre Tel Aviv.
Voilà, tout simplement. Ça fait un petit moment qu'on le recherchait. On avait les photos. L'interpellation, par exemple. Et aujourd'hui, on a eu la chance de mettre la main dessus. Après, il sera entendu par un officier de police judiciaire et puis on appellera la parquet. Pardon. Au revoir. L'objectif pour nous, c'est d'aboutir clairement à des interdictions de stade. Je ne vais pas vous le cacher. S'il a une interdiction à caractère judiciaire, c'est une interdiction qui peut aller jusqu'à 5 ans. Voilà. Il peut être interdit de stade pendant 5 ans. Je vous donne des exemples. J'ai étudié des dossiers justement de salut nazi ce matin. On a 18 mois, voilà. 18 mois pour un salut nazi. Depuis le début de la saison, la COP a effectué au total 94 interpellations. Le but est l'interdiction judiciaire de stade. Elle est prononcée par un magistrat et vise à punir un acte répréhensible par la loi. Mais il existe également les interdictions de stade administratives, prononcées par le préfet de police. Elles visent à interdire de stade préventivement les supporters à risque identifiés. Cette mesure policière de précaution dure 3 mois. « 35 000 spectateurs, plus de 1000 visiteurs sont des chiffres moyens à gérer à chaque match pour les services de police. Après quelques dernières provocations entre supporters ultra adverses, les Stéphanois vont regagner leur bus sous bonne escorte. Ce soir, le service d'ordre a bien fonctionné. Pas de violence ni de hooliganisme. Seulement quelques fumigènes. Une journée de championnat banal, sans histoire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Thierry est un ancien hooligan. Durant les années 90, il a écumé les stades français et européens. Ce Marseillais au sang chaud a d'abord été repéré par des partis d'extrême droite. Ce fut sa période noire, comme il le raconte. Plus tard, il s'est séparé de son premier groupe pour devenir un indépendant au stade Vélodrome. Après de multiples exactions, de nombreux soirs de violence, de joie, puis de larmes, Thierry s'est repenti, tourmenté par le remords. Il a réalisé que la violence pure était un véritable enfer. Pour exorciser son passé, il a écrit « Confession d'un hooligan ». Et puis j'ai ressorti les chaussures de guerre. Ces hooligans, on les repère à des chaussures comme ça. Pour moi, le deuxième hooligan, c'était une existence. C'est la violence. On formait un groupe où on pouvait faire énormément de choses. Il y avait la solidarité, il y avait de la communication, il y avait du respect entre nous, et puis bon, on avait tous le même ambi, c'est se faire respecter, quoi. C'est-à-dire, vous êtes à Marseille, si vous êtes facho, déjà, on va vous casser. Et moi, petit à petit, mes ennemis sont devenus directement les anti-marseillais, et surtout les skins et surtout les flics. C'est qui m'apprend. Je lâchais rien, quoi. Il ne fallait rien lâcher, quoi. Non, on ne tape pas les pères de famille. On ne tape pas les handicapés, on ne tape pas les femmes. Hooligan, c'est tu tapes les mecs qui te donnent rendez-vous à telle heure, mains nues, et qui sont prêts à assimiler et assumer leurs faits et gestes, de A à Z. C'est ça les vrais hooligans. Moi j'ai attendu pendant 10-12 heures sous la pluie pour en découdre pendant une demi-heure avec des gens, quoi. Ils s'en souviennent encore, ces gens-là. Il faut qu'ils soient traumatisés à vie. Moi, ce que j'avais dans ma tête, quoi. C'était faire mal normalement, mais c'est faire très mal aussi. Parce que j'étais tombé vraiment bas, quoi. Le mot hooligan vient du nom que portait une famille irlandaise réputée pour sa violence. Par analogie, les médias l'ont utilisé afin de poser une étiquette sur ces comportements de supporters déviants. Mais pour pouvoir lutter contre le hooliganisme, il faut le connaître. Quel est ce phénomène? D'où vient-il? Que signifie-t-il? Et qui sont ces hooligans qui se cachent, mais qui s'affichent fièrement sur le web? Ces hools, comme ils se nomment, ces acteurs de la violence qui règnent maintenant autour du football planétaire depuis plus de 40 ans, comme ici, dans un stade de Pologne. Au laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales de l'Université de Rennes, Dominique Baudin se penche sur les rapports entre le sport, particulièrement le football, et la violence. Il travaille avec le ministère de l'Intérieur et les instances européennes. Depuis une quinzaine d'années, il étudie le phénomène du supporterisme violent en France et à l'étranger.
traditionnellement, on estime que le hooliganisme est né en Angleterre dans les années 50. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence dans les stades auparavant. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? En Angleterre émergent des cultures juvéniles très importantes. Alors, on les connaît, c'est la culture rouge, c'est-à-dire la culture ouvrière dure, avec un fond de violence, c'est les Teddy Boys, c'est l'équivalent des Teddy Boys de nos blousons noirs en France, c'est les Mods, des rockers bien habillés, etc., qui s'opposent aux deux premiers, puis après il y aura les punks, les skinheads, etc. Alors, déjà en Angleterre, les gens se regroupent par quartier, par entité, il y aura en superposition les cultures jeunes, tout ça va se regrouper dans les stades, mais va se regrouper d'une manière culturelle. Et en même temps, ils vont donc s'opposer. Ils s'opposent dans la rue, ils vont s'opposer dans le stade. Et là, c'est l'émergence du hooliganisme tel qu'on le connaît. Supporters, bagarreurs, fascistes. Les comportements de certains individus dans les stades laissent perplexes. Et le foot dans tout cela. Les affrontements n'ont parfois aucun rapport avec la rencontre sportive. Ce ne sont même plus des bagarres entre supporters de camps adverses. Cela devient véritablement de la violence urbaine, avec des déploiements importants de forces de police à chaque match. Une question se pose alors. Les hooligans sont-ils réellement des supporters? D'abord, les hooligans sont bien des supporters, contrairement à ce que plein de gens voudraient nous faire croire. Ce ne sont pas des gens extérieurs au football. Ce sont des gens passionnés par un sport, qui, dans la quasi-totalité des cas, appartiennent à des groupes de supporters. Et on peut faire une remarque simple, c'est que les plus grands groupes de supporters et les groupes les plus violents en termes de hooliganisme sont toujours sur des clubs qui ont marqué l'espace sportif en France ou en Europe. C'est-à-dire que les grands groupes hooligans en Angleterre sont ou étaient à Manchester, à Liverpool, etc. Les grands groupes hooligans ou de supporters en France étaient à Bordeaux, Saint-Étienne, Marseille, Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs lors d'une rencontre internationale au PSG, le 23 novembre 2006, aux abords du Parc des Princes, qu'a eu lieu l'un des drames les plus marquants de l'histoire du club. Un supporter, Julien Kemner, a été tué par une balle tirée par un policier seul et acculé face à une cinquantaine d'excités. Julien Kemner était un de ces supporters ultras qui montent en température lorsque les événements le permettent. Ce soir-là, Paris vient de perdre le match. Des provocations s'engagent alors entre supporters adverses. Un policier veut s'interposer. Les insultes et les claques fusent. Un coup de feu part. Les supporters du PSG ajoutent une pierre au mur de leur réputation. Et une tribune entière, la R2, la plus violente du virage Boulogne, est complètement fermée durant 2 mois par mesure préfectorale. À Paris, depuis les années 80 et la formation des premiers COP de la tribune Boulogne, puis au cours des années 90, avec la création des associations de supporters ultras, le club du Paris Saint-Germain a acquis une bien mauvaise réputation. Mais c'est surtout depuis un certain match PSG-Caen en 1993, au cours duquel un gendarme s'est littéralement fait lyncher par des supporters, que l'image violente du club est définitivement devenue réalité.